Bonjour Nadia Chonville. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc du coup, juste pour vous expliquer un peu comment ça va se dérouler, je vais juste présenter l'association Cap Caraïbes pour les personnes qui ne la connaîtraient pas. Après, je vais vous expliquer un peu comment va se dérouler le live et puis après on pourra commencer l'interview si ça vous va. Ok, ça marche. Et ben alors très rapidement, donc l'association Cap Caraïbes, c'est une association qui est basée à Fort-de-France, donc qui lutte contre les LGBT+ phobies en Martinique et qui va défendre la communauté LGBT+ de notre île. Donc l'interview va se dérouler en deux parties, donc il y aura 45 minutes où je vais vous poser des questions et les 15 dernières minutes ce sera un peu votre temps de parole où vous pourrez dire des choses qu'on n'aura pas forcément abordées auparavant. D'accord. Voilà, et bien écoutez, on va commencer l'interview, donc déjà vous pouvez peut-être commencer par vous présenter. Alors, je m'appelle Nadia Chonville, je suis docteur en sociologie, j'ai travaillé beaucoup sur l'homophobie en Martinique et plus largement dans les sociétés afrodescendantes, caribéennes. J'ai aussi beaucoup travaillé sur ce sujet quand j'étais au Mexique, dans l'état de Puebla, donc où j'ai particulièrement travaillé sur la transphobie. Et aujourd'hui, je suis professeure d'histoire géo au lycée Schellcher et je continue à faire mes recherches en tant que chercheuse féministe et aussi à m'impliquer dans le mouvement féministe caribéen. D'accord. Et comment ça vous est venu cette idée de vous intéresser à la thématique des LGBT, parce que c'est quand même pas quelque chose auquel on pense en Martinique directement? Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai repris contact avec quelqu'un qui a joué un rôle assez important dans cette affaire-là. C'est lui qui m'a trouvé sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Nicolas et c'est un pote que j'avais quand j'étais au lycée Jeanne d'Albret. J'étais en prépa. Prépa littéraire pour préparer les concours de Sciences Po. Et en fait, lui aujourd'hui, donc on a pris contact. Lui, il m'a raconté que c'est extraordinaire parce qu'il a vu tout ce que j'avais fait. Et lui, de son côté, il a fait son petit bonhomme de chemin. Maintenant, il est bénévole chez SOS Homophobie. Ah d'accord, ok, donc oui, il y avait déjà. Voilà, c'est ça. Et donc, ça nous a bien fait rigoler. Et en fait, quand on était en prépa, il a fait son coming out en pleine prépa, donc on était dans la même galère, hein, voilà. Ouais. Et quand c'est arrivé, moi j'ai accueilli ce qu'il me disait, j'ai pris dans les bras, je l'ai encouragé, voilà. Mais je me suis rendu compte en même temps qu'il me le disait, je me suis rendu compte que pendant toute mon enfance, mon adolescence en Martinique, jamais on n'avait abordé vraiment le sujet de l'homosexualité autrement que par la blague, la dérision ou par des choses très dégradantes. Et quand, pendant les vacances de Noël, après, je suis rentrée en Martinique auprès de mes proches, j'ai pas du tout supporté toutes ces blagues, toutes ces remarques, toutes ces réflexions très violentes qui revenaient, je trouve, très régulièrement dans la conversation. Et à partir de là, oui, ça a semé un germe qui, beaucoup plus tard, quand j'étais à Sciences Po et que je travaillais sur les questions féministes, m'a amené à répondre à cette question que j'avais, mais pourquoi l'homophobie est-elle si grande dans mon territoire, qui est pourtant un territoire où nous avons toujours lutté contre les discriminations, comme un peuple qui, par son histoire, est fondamentalement engagé contre le racisme, peut-il à ce point développer une haine envers les personnes en raison de leur orientation amoureuse ou de leur identité. Voilà, donc c'est de là qu'est partie ma réflexion. Ok. Et du coup, vous venez de nous parler un peu de votre famille, donc c'était un sujet qui était très tabou, l'homosexualité, si je comprends bien. On n'en parle pas du tout. Oui, je pense que c'était un tabou qui était même pas, c'était un impensé simplement. C'est-à-dire que ça n'existait pas dans les conversations, si ce n'est pendant la période du carnaval, pour faire des blagues. Et donc c'était un sujet uniquement de dérision ou un non-sujet. Et alors que j'avais dans ma famille guadeloupéenne un cousin qui aimait les garçons, et je m'en suis même pas rendu compte, vraiment, j'ai pas pensé cela avant d'arriver à l'âge adulte. C'est pas que c'était quelque chose de caché ou quoi, mais c'était simplement qu'on n'en parlait tellement pas, que c'était tellement invisible dans les conversations qu'en fait, j'avais pas eu l'occasion d'avoir une discussion saine sur ce sujet avant l'âge adulte. Et justement, ce cousin, c'est peut-être une question un petit peu indiscrète, mais comment ça s'est passé pour lui justement de vivre un peu son homosexualité? Je pense que je préfère lui laisser, vous êtes un petit pays, vous savez, le soin de parler de sa propre histoire. En tout cas, je sais qu'il suit de loin, mais tout de même ce que je fais.
très discrètement, à sa manière. De temps en temps, il a eu l'occasion de me dire qu'il était content. Voilà. Et du coup, donc, comme vous l'avez dit, vous êtes très engagé dans tout ce qui est cause LGBT+. Comment vous l'avez annoncé à votre famille, ça justement? Ça a peut-être dû poser problème quand vous avez... Non, bah non. Justement, en fait, mes parents ne sont pas homophobes. Mon père, je dis ça avec un... Mon père, il fait partie des gens qui ont dû faire des blagues vraiment trop lourdes. Et voilà, c'est mon père, je vais pas trop le blâmer, mais quand même, il le sait bien. Et beaucoup des gens de ma famille me disent, en fait, tu fais cette thèse, mais c'est une manière d'éduquer ton propre papa. Voilà. Et oui, beaucoup de gens font du mal autour d'eux en ayant l'impression qu'ils disent des choses sans conséquence, alors qu'en vérité, ça a un impact parce qu'on ne sait pas qui nous écoute. Donc, mes parents n'ont jamais eu de propos violents envers les personnes LGBT, et ma mère, au contraire, a toujours été, en tout cas, avec le recul, je me rends compte, n'a jamais dit quoi que ce soit, ni fait des blagues d'ailleurs sur ce sujet qui puisse être néfaste. Donc il n'y avait pas de problème, d'opposition à ce que je travaille sur ce sujet. Mes parents trouvaient que c'était courageux. Et ma mère et mon père aussi étaient peut-être un peu inquiets pour moi. Ils étaient inquiets, mais ils n'étaient pas du tout opposés. Ils étaient inquiets. Ils m'ont dit, tu es sûre, tu sais, ça peut avoir des conséquences. Est-ce que tu es sûre que tu veux faire ça? Parce qu'ils avaient peur pour moi. Voilà. D'autant que j'ai commencé à travailler sur le sujet de l'homophobie dans la Caraïbe pendant mes études à Grenoble. Donc je faisais en Martinique, mais aussi un peu à distance, hein, par téléphone. C'était mon premier mémoire de fin de licence, hein, pour commencer. Mais par contre, quand j'ai recommencé à travailler dessus en master, j'étais au Mexique. Je travaillais sur la transphobie dans l'état de Puebla au Mexique, et j'avais commencé mon travail de recherche dans un contexte de faits divers assez terrible, parce qu'en fait une femme trans avait été assassinée et dépecée, coupée en morceaux. Enfin, c'était quelque chose d'absolument atroce et très très violent. La violence au Mexique est un niveau vraiment terrible. Et donc forcément quand j'ai planté un peu le décor à mes parents, de commencer à travailler sur la transphobie dans un contexte où il y avait eu des assassinats transphobes particulièrement violents. En tant que parent, je peux tout à fait comprendre qu'ils aient eu peur, qu'ils aient été inquiets. Mais en tout cas, après, j'ai continué avec la thèse de doctorat, et je pense que mes parents, au final, sont fiers de moi. Oui. Et justement, du coup, vous me parlez de votre thèse, donc arrêtez-moi si je me trompe, qui s'intitule « Vers une déconstruction de la fiction hétéronormative dans le système scolaire martiniquais ». C'est bien ça. Du coup, ça vous a amené à faire des recherches, justement, cette thèse. Est-ce que ça a été facile pour vous de justement récolter des recherches, des informations pour faire votre thèse ici? Ou est-ce que vous êtes heurté un petit peu à la bien-pensance, si je puis dire comme ça? Alors, ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile, d'autant que j'ai commencé alors la thèse commence en 2013, j'ai commencé à travailler sur le sujet en 2009. Et à ce moment-là, c'était vraiment très difficile de recueillir des témoignages, d'avoir la confiance de personnes pour faire ces témoignages. Donc, je ne connaissais pas encore grand monde sur place, il n'y avait pas de structure associative, en fait, ressources suffisamment solides. Donc j'ai eu des contacts auprès de Aide Territoire Martinique à l'époque, voilà, mais c'était quand même assez compliqué. Et finalement, j'ai eu plus facilement des contacts avec des personnes de la diaspora, c'est-à-dire des personnes qui se sont exilées, qui ont quitté la Martinique pour aller chercher une vie meilleure, notamment à Paris. Donc ça a d'abord commencé comme ça. Par contre, quand je suis rentrée pour ma thèse, c'était en 2013, et c'était un peu le hasard des choses, mais c'était l'année du mariage pour tous et l'année des manifs pour tous. Et c'est cette année-là qu'est née Cap Caraïbes. Exactement. Dans le contexte de la lutte contre l'homophobie, parce qu'il fallait porter une voix contre tous les propos homophobes qui étaient diffusés notamment sur les ondes en Martinique, et parfois portés par des personnalités politiques de première ligne. Donc du coup, j'ai suivi la naissance de cette association, et ça a été pour moi un terrain de recherche absolument passionnant et très juste en plus, parce j'étais vraiment auprès de ceux et celles qui se battaient, et j'ai pu aussi voir toute la difficulté qu'il y avait à s'engager sur ces questions.
Et cette difficulté, elle était très symptomatique de la forme de l'homophobie dans notre territoire. Donc c'était très intéressant. Et du coup, par la suite, pendant ma thèse, je n'ai pas eu de difficulté à recueillir des témoignages et à suivre les événements parce qu'il y avait un contexte politique qui rendait le travail de terrain plus dense, plus facile, plus aisé. Aussi, le gouvernement a permis la mise en place de formations pour lutter contre les stéréotypes de genre et lutter contre l'homophobie. Alors, on a rajouté lutter contre l'homophobie. et du coup, moi, j'étais intégrée à cette formation, à la fois en tant que chercheuse, observatrice, et aussi un peu en tant que formatrice. Et ça, c'était avec l'association Culture Égalité, qui elle aussi commençait ses travaux. Donc c'est vraiment dans le cadre associatif que j'ai pu... c'est grâce aux associations en fait que j'ai pu faire ma thèse, grâce à Cap Caraïbes et grâce à Culture Égalité et beaucoup d'autres, hein, mais en tout cas ces deux-là étaient vraiment au cœur de mon terrain. L'une par rapport à la lutte contre l'homophobie et l'autre parce que je faisais le suivi vraiment exhaustif de tout le travail de formation qui était fait sur le genre. Voilà. Donc finalement ça n'a pas été... ça n'a pas été compliqué, une thèse forcément un travail compliqué, mais ça n'a pas été... le sujet que j'ai choisi ne rendait pas impossible la recherche. Est-ce que vous pouvez nous en parler très rapidement de cette thèse, un petit peu les points qu'elle aborde pour les personnes qui ne l'auraient pas forcément vu ou connu, tout simplement? Alors, en fait, j'ai travaillé sur les interactions entre le discours sexiste et le discours homophobe en milieu scolaire. C'était aussi l'occasion de faire un peu le point sur toutes les recherches sur le genre et la place que l'homophobie peut jouer dans la construction du féminin et du masculin dans la Caraïbe et singulièrement dans les sociétés afrodescendantes. Et puis, en fait, ce que j'ai voulu démontrer, vraiment mettre en lumière, c'est que les discours homophobes participent à la reproduction des discours sexistes et les discours sexistes participent à la reproduction des discours homophobes. C'est-à-dire que si on veut lutter contre le sexisme, eh bien, il faut lutter contre l'homophobie. Et si on veut lutter contre l'homophobie, eh bien, il faut lutter aussi contre le sexisme. C'est vraiment cette imbrication qui était, que je voulais mettre en lumière et sur laquelle j'ai travaillé au cours de ma thèse. Notamment dans le milieu scolaire, c'était mon terrain. Et donc je travaillais sur les formations qui étaient faites auprès des cadres de l'éducation nationale. Et puis j'ai fait aussi passer pas mal d'enquêtes dans les établissements scolaires pour pouvoir tester, pour pouvoir connaître les liens qui existaient entre les discours sexistes des élèves et les discours homophobes des élèves. Et vous parlez justement des élèves, donc vous m'avez dit en tout début d'interview que vous êtes professeur, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous vous heurtez encore un peu à cette homophobie avec vos élèves? Vous en parliez dans le live Instagram, je pense, je crois, il me semble. Oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ça justement? À lundi, c'était la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et donc il se trouve, avec tout le retard qu'on a pris dans cette année si particulière, on est en train de travailler sur la traite et l'esclavage. Donc je fais mon cours adaptation des programmes, IOPI, et donc je faisais mon cours sur cela ces jours-ci. Du coup j'ai décidé de leur présenter les recherches que j'ai faites sur le rôle de l'homophobie, en tout cas de la répression de la sodomie dans la conquête des Amériques. Voilà, donc pour cela, je leur ai rappelé que c'est la journée mondiale contre l'homophobie. Et très rapidement, ils ont commencé à papoter entre eux. Et là, sans que je puisse... Attendez, tout le monde était en train de balancer des propos homophobes, mais des trucs... Ouais, Dieu n'a pas dit ça, c'est du vice, c'est sale, Yoka fait ça, un truc caca, etc. J'étais effectivement consternée. Ça devait être intéressant. Bon, à un moment, j'ai tout arrêté, j'ai dit arrêtez. Je leur ai dit écoutez, il y a peut-être 3-4 personnes, vous ne savez pas, mais il y a certainement dans cette classe un certain nombre d'élèves qui ne sont pas hétérosexuels ou qui sont peut-être transgenres, qui sont dans un questionnement en ce moment sur leur identité. Et en fait, tout ce que vous dites là, mais c'est d'une violence. Et vous croyez que vous connaissez vos camarades. Mais imaginez qu'il y en ait un ou une dans cette classe
qui ne soit pas dans la norme écrasante que vous décrivez là, comment est-ce qu'il pourrait vous en parler si vous le décrivez comme un monstre, comme quelqu'un qui est contre nature, qui finira en enfer, etc. Mais comment cette personne pourrait vous parler? Donc vous croyez que vous êtes tous comme ça dans une espèce de norme, mais c'est très peu probable, et vous êtes peut-être en train de faire un grand mal à quelqu'un que pourtant vous considérez comme votre ami. Bien sûr. Oui. Et je leur ai rappelé que les personnes, que les jeunes trans ou qui aiment des personnes du même sexe ont 4 fois plus de propension à faire des tentatives de suicide que les autres adolescents. Et pourquoi est-ce qu'ils se suicident plus? Pourquoi est-ce qu'ils sont plus confrontés au risque suicidaire? Eh bien, parce qu'ils sont victimes de discrimination, parce qu'ils sont victimes de rejet, parce que par tous ces propos, on questionne leur humanité, leur existence, le sens de leur existence. Donc voilà, je leur ai dit un peu tout ça. Oui. Et ensuite, on a pu reprendre plus posément je leur ai dit, écoutez, vous pouvez avoir vos convictions, n'oubliez pas qu'il y a une loi, et que cette loi, elle est claire, il y a des choses que vous ne pouvez pas exprimer parce qu'elles sont interdites par la loi. En France, on n'a pas le droit d'exprimer des propos haineux, des propos qui nient l'humanité des individus. On n'a pas le droit de proférer des propos haineux dans ce pays. Donc, ce qui se passe dans votre tête, personne ne pourra le contrôler, mais par contre, l'État a voté, on a voté des lois, cette démocratie a voté des lois pour vous empêcher de dire certaines choses. Vous êtes bientôt des adultes, prenez vos responsabilités. Voilà. Donc, dans cette salle de classe, on fait attention. Et si, sans parler même de loi, on fait attention on prend soin de ses amis, on prend soin de ses camarades, on prend soin de son prochain, simplement, comme on aimerait qu'on prenne soin de nous. Voilà, c'est juste une question d'amour, en fait. C'est juste repenser l'amour dans notre collectif. Voilà. Il y a des choses qui devraient nous sembler évidentes. Donc oui, dans les salles de classe, encore aujourd'hui, l'homophobie est présente. Et elle est présente sans filtre. C'est peut-être plus évident que le sexisme. C'est-à-dire qu'on est dans une période où le féminisme, quand même, vit une fenêtre d'opportunité assez grande ces temps-ci, là, depuis l'affaire Weinstein. Et je trouve que s'il y a un propos sexiste qui fuse dans ma salle de classe, mais direct, ça ne traîne pas. Ouais. Ça ne traîne pas. La personne est cassée dans la seconde, elle n'a même pas le temps de finir sa phrase misogyne, qu'elle est déjà, sous les coups de 4 filles et de peut-être 1 ou 2 mecs en plus qui lui disent de la fermer. Problème. Ok, donc là, il n'y a aucun problème. Mais par contre, là, je me suis retrouvée avec une classe de 30 élèves, une dizaine qui disaient qui proféraient des propos homophobes, et pas une seule ou un seul élève qui se lève pour dire que ce n'est pas acceptable. Après, pendant la pause, je les ai entendus discuter. Il y en a une qui a osé dire que c'était pas normal, mais elle était seule face au reste de la classe. Donc, quelque part, chez nos jeunes, l'homophobie, ça reste encore politiquement correct. Ça prouve bien qu'il faut faire des efforts considérables pour réussir à changer les mentalités dans ce domaine, dans notre territoire. Justement, vous parlez de changer les mentalités. Donc, au précédent live qu'on a eu avec Monsieur Zamor, par exemple, il parlait du rôle important qu'avaient les parents, et Monsieur Fédé aussi a pointé Mike, ça. Voilà. Vu que vous avez fait un live avec Mike, c'est un ami d'enfance. Ah bah en plus, voilà. Et du coup, donc oui, Mike Fédé disait qu'il faut apprendre à éduquer les parents un peu, justement. Est-ce que aussi dans le corps enseignant, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait de l'homophobie? Là, vous m'avez parlé des élèves, donc est-ce que aussi dans le corps enseignant, vous êtes heurté à ça, justement? Ah oui. Pendant mon enquête, quand je faisais ma thèse, je me souviendrai toujours, les élèves étaient en train de répondre à l'enquête, donc dans la salle de classe. Et dans cet établissement auquel je pense,
le professeur savait, puisque j'avais alerté avant, donc savait que je venais, que j'en allais travailler sur ça, faire passer une enquête. Et donc il m'a dit oui, qu'il avait un document pour moi et tout, qu'il voulait me montrer quelque chose. Donc je viens le voir à son bureau, donc dans la salle de classe, dans la salle de classe, pendant que les élèves sont en train de répondre au questionnaire. Il sort sa tablette et il me montre sur sa tablette la Bible. Et il me fait lire des passages de la Bible et il les lit à haute voix devant les élèves. Il lit des passages de la Bible qui expliquent qu'un homme qui touche à qu'un homme, etc. Et il m'explique donc que la loi divine est toujours supérieure à la loi des hommes, et voilà, et il commence à me faire cet exposé. Et j'ai été très gênée. Alors, je n'étais pas encore enseignante à temps plein, à cette époque-là, j'étais chercheuse, mais c'est quand même un exemple qui me revient tout de suite parce que c'était très compliqué. C'était quelque chose à observer, mais en même temps, il y avait des élèves, et je lui ai demandé qu'on aille sur dehors, juste devant la classe, du moins qu'on laisse les élèves répondre. Voilà, et singulièrement, ce panel-là, cette classe-là, a donné des résultats d'une violence incroyable. C'est-à-dire que les taux, du coup, sur les feuilles d'entretien, là où ils pouvaient mettre des commentaires, se sont vraiment défoulés, et ceux qui étaient homophobes on dit des choses absolument... parce qu'ils étaient validés par le professeur et qu'on avait complètement quitté d'ailleurs aussi. Si on a quitté la laïcité, alors on a quitté aussi tout un cadre philosophique qui nous protège en fait. La laïcité, c'est fait pour protéger les gens. Et là, il a brisé la règle de la laïcité et cette classe s'est déversée... sur le papier dans une haine lors du dépouillement qui m'a vraiment terrorisée. Comment vous avez réagi donc là avec le recul par rapport à cette histoire maintenant? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? De cette scène? Oui, de cette scène, oui. Je me dis qu'il faut former les professeurs et qu'il faut appliquer la loi. Bien sûr. Qu'il faut appliquer la loi. Si on commençait d'abord par appliquer la loi, que ce soit sur les questions féministes ou sur les questions... LGBTI, franchement, si on commençait par appliquer la loi, c'est simple, les enseignants n'ont pas le droit de faire apparaître leurs convictions religieuses. Les signes extérieurs d'appartenance religieuse sont interdits dans les établissements scolaires. En plus, sur le fond, moi, ça me gêne beaucoup parce que j'ai beaucoup travaillé pour démontrer que le texte religieux n'était pas le principal responsable de l'homophobie, que ce n'était qu'un prétexte. Et justement, c'était bien l'illustration de ça, puisque on a apporté là un argument pour faire taire la lutte contre l'homophobie. Mais la violence qu'il y avait dans les textes des enfants, c'était pas une violence qui émanait de la religion en elle-même. C'est une violence qui les dépassait, qui venait de beaucoup plus loin. Donc je crois que ce que j'en retiens de ça, c'est que force doit rester à la loi. Je n'ai pas une expression que j'aime beaucoup, parce qu'elle est utilisée ces temps-ci dans une idée très autoritaire, mais plutôt vraiment comprendre que la loi, elle est votée par les représentants du peuple, et donc nous avons démocratiquement choisi des règles pour régir notre société. Eh bien il faut qu'elles soient respectées. Voilà, c'est tout. C'est interdit de faire ça. Donc là justement, vous mettez en opposition la religion et la loi. On sait un peu que la religion ici, elle est très présente dans les familles et qu'elle s'oppose beaucoup à l'expression de l'homosexualité. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette place prépondérante qu'on accorde à la religion? Alors moi, je ne mets pas en opposition la religion et l'homosexualité. Je dis que la laïcité protège aussi toute la diversité de notre société. C'est tout. Notre loi, c'est la Constitution, c'est le corpus législatif de la République française, peut-être d'autres cadres caribéens si on veut, voilà, mais dans l'état actuel des choses, ok. Et c'est la seule loi que je connaisse. C'est ça que je veux dire par rapport à ce qui s'était passé dans cette classe où on disait que la loi divine était supérieure à la loi des humains. C'est ça qui pose problème. C'est quand on met la loi d'une religion alors que
elle n'est pas pratiquée par tous les membres de la cité, si on met la loi d'une religion au-dessus de la loi votée par les citoyens, là, on met en danger de nombreuses parts de notre société. Après, donc, est-ce qu'on peut mettre religion contre homosexualité? Non, il y a beaucoup d'homosexuels ou de personnes trans qui aiment qui aiment des personnes du même sexe ou qui sont intersexes, transgenres, etc., qui ont la foi et qui veulent être accueillis dans leur lieu de culte et qui se rendent dans les lieux de culte, qui pratiquent leur rite. Pour moi, ce sont deux choses qui n'ont strictement rien à voir. La foi est quelque chose de très intime et quelque chose aussi il y a la partie intime de la foi et puis il y a la partie culturelle de la pratique religieuse, d'accord? Et ce sont deux choses qui pour moi n'ont strictement rien à voir, ne devraient pas se mélanger avec le vécu de l'identité de genre ou bien de l'orientation amoureuse. Ce sont deux choses qui n'ont juste rien à voir. Et donc la religion, la pratique de la religion peut nous amener à nous imposer des règles dans le cadre de notre sexualité ou dans notre rôle de genre, parce qu'on décide de suivre des textes qui ont été écrits et qui donnent des conseils, des suggestions, voire des obligations sur la façon de pratiquer la sexualité ou de s'associer avec un conjoint ou quoi. Mais ça, c'est un choix personnel. Et d'ailleurs, on peut très bien dire, ça a été écrit il y a 2000 ans, mais je vais en prendre ci, je vais en prendre ça. Et je vais choisir de suivre telle branche de cette religion plutôt que telle autre, parce qu'il me semble qu'elle est plus en phase avec mon temps, avec mes convictions. Donc, en fait, même si on considère bien que la religion dit son mot, pas qu'elle ait son mot à dire, mais qu'elle dit son mot sur la sexualité et le genre, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas concilier des propositions, des vécus différents du genre par rapport à ce qu'elle impose dans son texte. En fait, les gens sont libres. Voilà, donc les gens sont libres. Moi, je connais plein, et je suis sûre que tu en connais plein aussi, de personnes LGBTQI. On le dit tellement cette semaine que ça y est, plus qui ont la foi et qui n'aspirent qu'à une chose, de pouvoir être à 100% lorsqu'elles sont dans leur lieu de culte. Peut-être que c'est ça qui est malheureux, c'est qu'il y a quand même énormément de lieux de culte dans lesquels les personnes qui ont la foi ne vont pas se sentir à l'aise pour être pleinement. Et il me semble que quand on a la foi et qu'on va dans un lieu pour rencontrer la divinité, eh bien, il faut être en mesure de se livrer complètement, d'ouvrir son cœur pour recevoir cette divinité quand on y croit. Et je me dis, bon, ça doit être quand même très difficile à vivre pour ces personnes. J'en ai eu le témoignage en 2010 quand j'avais suivi un colloque à Paris sur religion et homophobie, qui était passionnant et où j'ai beaucoup appris. Et où il y avait des représentants de congrégations, des organisations monastiques homosexuelles. Donc c'était des hommes qui aimaient les hommes et qui s'étaient organisés en monastère pour suivre leur foi, mais qui réfléchissaient aussi à la façon dont l'Église catholique pouvait accueillir les homosexuels. Moi, j'ai trouvé leur témoignage absolument passionnant et très important à entendre. Donc, je ne voudrais pas opposer les deux. J'entends très bien aussi toutes les critiques que l'on peut faire à la religion comme système oppressant et particulièrement oppressant pour les femmes, vous pensez bien. Mais j'aimerais que l'on laisse à chacun la liberté de croire et qu'on soit capable en fait de faire la séparation entre la critique légitime que l'on peut faire à des organisations religieuses qui prétendent interdire, imposer, voire sanctionner l'expression de genre,
et de l'expression de l'identité de certaines personnes, ça c'est une chose et nous devons le faire, nous devons pouvoir le faire notamment dans un état de droit, mais et séparer de l'autre côté la possibilité pour chaque individu de croire ou de ne pas croire. Voilà. Vous avez souligné un point important, le fait de ne pas opposer religion et homosexualité. Il y a un exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est des hommes d'église en Allemagne, je crois, qui ont justement baptisé des couples homosexuels il n'y a pas longtemps. Donc justement, on voit que les deux ne sont pas forcément opposés. Donc je vais juste un peu changer de sujet tout en restant dans la religion. Je voulais qu'on parle des thérapies de conversion, qui sont encore très présentes en Martinique, justement. Et il y a vraiment aussi la religion qui un peu instrumentalise un peu ces thérapies de conversion. La question est un peu générale, mais qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, entre guillemets, pour justement lutter contre ça? Je pense qu'il faut les interdire. Moi, je suis tout à fait favorable à l'interdiction des thérapies de conversion, d'autant que quand je faisais mon terrain au Mexique que j'ai découvert cela d'abord, donc très vite, parce que je pense que c'est fondamental. Et après, ici aussi, pendant la période Mariage pour tous, quand je faisais mes terrains dans des religions, notamment d'associations catholiques, qu'on parlait très librement de cela. D'accord. Et là aussi, il faut être clair aussi avec la loi et cohérent. Voilà. À partir du moment où on a bien décrit, où on a bien dit que l'homosexualité n'était pas une maladie, eh bien, il ne peut pas y avoir de thérapie à l'homosexualité. On ne peut pas imaginer qu'on vous dise que être une femme est une maladie et qu'on y cherche des remèdes, ou qu'être un homme est une maladie. Enfin, j'essaie de trouver quelque chose de... ou bien qu'être noir est une maladie. Mais c'est absurde du coup de mettre ça en place du coup. Donc, c'est-à-dire que si on continue à accepter que cela existe, en plus en utilisant ce terme-là, eh bien cela veut bien dire qu'on continue à admettre que l'homosexualité soit une maladie. Voilà. Donc il faut, je pense, que l'État et que chacun dans la collectivité soit cohérent. Cohérent. Voilà. Pour moi, c'est une question de cohérence, d'interdire les thérapies, ce que l'on appelle les thérapies de conversion. Et j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'entendre parler d'exorcisme, de séances d'exorcisme, et c'est vrai qu'on en parle souvent avec les membres du Cap Caraïbes. Je pense qu'il faudrait vraiment mener une véritable investigation et la réclamer en fait. Réclamer des autorités en Martinique, comme ailleurs, mais singulièrement chez nous parce que c'est là qu'on est. Réclamer que soient menées des enquêtes avec des moyens d'enquête qui ne sont pas ceux d'une petite chercheuse. Donc il faut faire une enquête pour savoir où se pratiquent des exorcismes et surtout comment ils se pratiquent. Parce que moi, quand je travaillais sur les exorcismes, les thérapies de conversion au Mexique, eh bien, parfois ces thérapies de conversion comprenaient des pratiques sexuelles, en fait, ils voyaient ça comme des pratiques sexuelles, mais en fait des viols, et parfois aussi des pratiques incestueuses. C'est-à-dire que là je ne pointe pas du doigt, je ne sais pas, une religion ou une autre, je pense que ça n'a rien à voir, on est vraiment dans des cadres complètement criminels où du coup sont pratiqués des actes de barbarie contre des enfants trans, des enfants transgenres, des enfants homosexuels, bisexuels, qu'on va avec cette espèce de logique, moi, me fait froid dans le dos jusqu'à maintenant, que si elle dit être lesbienne, c'est parce que n'a pas encore, parce que son corps n'a pas encore accueilli le corps d'un homme, et donc du coup on va faire son corps accueillir le corps d'un homme, et à ce moment-là elle va devenir hétéro. Franchement, la première fois que j'ai eu à entendre ça quand j'étais au Mexique, j'étais vraiment, je me dis, c'est très dur. Alors, il ne faut pas croire, bon d'accord, je vis au Mexique dans un pays où il y a une violence assez importante, mais c'est pas qu'au Mexique. C'est quelque chose qui est quand même très documenté, dans les thérapies de conversion, ça existe. Donc, jusqu'où va notre acceptation? C'est pas juste une acceptation théorique, c'est-à-dire que quand on accepte cela, posez-vous la question,
comment prétend-on transformer une personne homosexuelle en personne hétérosexuelle? Que faudrait-il qu'on vous fasse, s'il y a des personnes hétérosexuelles qui nous écoutent, et par exemple, là, que faudrait-il qu'on vous fasse pour que, à la fin de la journée, en fait, vous soyez homo? Et si vous êtes homosexuel, que faudrait-il qu'on vous fasse pour qu'à la fin de la journée, vous soyez hétéro? Vous voyez bien que sans parler forcément de viol, il faudrait qu'on vous torture. Et en fait, vous répondrez à la question comme on vous demande d'y répondre, mais vous savez bien, là même sans l'expérimenter, qu'au fond de vous, la chose n'aura pas changé. Parce que simplement, c'est vous. C'est vous. C'est comme ça que vous êtes. Je sais ce que je suis, qui je suis, et en tant qu'être humain, personne ne peut changer ce que je suis au fond de moi, si ce n'est peut-être moi-même. Mais alors, certainement pas sous la contrainte, d'accord? Donc, on ne peut pas changer son orientation sexuelle, pas plus que l'on ne peut changer la couleur de sa peau. Et on peut essayer de le faire. Il y a des techniques qui peuvent nous donner l'illusion d'y être parvenu. On peut se décolorer la peau comme le font les gens, mais ils en sortent brûlés, ils en sortent blessés. Bien sûr que quelqu'un de noir peut devenir blanc, mais à quel prix? À quel prix? D'accord? Donc, bien sûr que quelqu'un d'homosexuel peut devenir hétérosexuel, mais à quel prix? Je crois qu'on ne peut pas payer ce prix-là. Que nous cesserions d'être des humains, à accepter d'utiliser la barbarie pour contraindre la société à ressembler au fantasme que l'on se fait d'elle. Bien sûr. Là, c'est un peu ce que vous avez dit juste auparavant. J'allais vous demander qu'est-ce que vous conseillerez à ces familles qui veulent obliger leurs enfants justement à faire ces thérapies de conversion, ou même des fois ça vient des jeunes eux-mêmes, sous la contrainte bien évidemment. Et qu'est-ce que vous leur diriez à ces personnes-là? C'est un peu ce que vous avez dit juste avant, certes, mais... je pense que il peut même y avoir des jeunes qui veulent faire une thérapie de conversion, même sans contrainte. Hein. C'est-à-dire que si vous avez entendu depuis votre enfance que vous finirez en enfer si vous ne changez pas, eh bien, l'éternité étant quand même un objectif assez fun, à atteindre, je veux dire assez intéressant, je peux comprendre. Je crois qu'on peut développer en soi la stratégie d'essayer quand même. Et, enfin, je dis ça parce que je me souviens d'un témoignage assez fort de quelqu'un à ce propos. Hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Et je peux l'entendre. Je peux l'entendre complètement. Je veux dire que je dis bon, moi je le salue et ce à quoi je crois le plus, je veux. Et puis là, parce que je pense à ce témoignage-là parce que là on a parlé de religion tout à l'heure, mais ça peut être aussi simplement revoir l'amour dans les yeux de sa mère, de son père. Je crois que les enfants, les adolescents, surtout les ados, sont très sensibles à ce genre de choses. Je peux tout à fait comprendre qu'ils expriment ce type de besoin, de questionnement, voilà. Donc ça ne me surprend pas que ce genre de demande existe encore. C'est la réponse à y apporter qui pose problème. En fait, tout se fait en amont. Si on pouvait davantage parler de ces sujets dans la société, si c'était beaucoup plus évident, de la même façon que tout à l'heure ça pourrait paraître absurde que je dise mais oui, tu es noir, tu peux devenir blanc, il faudrait que ce soit aussi absurde de dire t'es lesbienne, tu pourrais devenir hétéro. Enfin, faudrait que ce soit aussi absurde à entendre. C'est-à-dire que tout de suite on se dise ouais mais peut-être, mais ça n'en vaut pas la peine. Voilà, il faudrait que ça nous paraisse aussi évident. Et pour cela, c'est pas juste sur les parents de ces enfants que ça repose, c'est sur toute la société qui doit se mettre en mouvement pour trouver des solutions à ce problème. C'est surtout, je pense, dans la prévention de cela et dans la communication, par toute la diffusion culturelle qu'on peut avoir sur ces sujets, évidemment à l'école, mais que soient présentes en fait les questions LGBT, que ce soit pas un truc en bas feuille, mais que ce soit quelque chose qui existe. Et si l'homosexualité existe, pas juste quand on parle de choses marginales, mais dans la réalité, si l'homosexualité existe, alors
il n'y a pas de raison d'essayer de l'annihiler. Voilà. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on va annihiler l'homosexualité lorsqu'on la rencontre dans sa famille? Eh bien, pour essayer de faire sa famille matcher avec l'idée que l'on se fait de la norme. Donc si la norme est hétérosexuelle, pour ça je parle d'hétéronormativité, si la norme est hétérosexuelle, eh bien on va penser bien faire en essayant de faire entrer son enfant chéri dans le moule de la norme. Mais si la norme, c'est que dans le monde, les humains ont des orientations amoureuses et des identités de genre très variées, eh bien on n'a plus de problème, puisque l'enfant il est dans la norme, puisqu'il est, il est unique. En fait, voilà, il n'y a pas une seule façon d'être au monde. Il y a autant de façons d'être au monde qu'il y a d'individus sur cette planète. Bien sûr. Et du coup, vous avez reparlé du Mexique, j'y pensais juste avant. Est-ce que vous vous êtes senti, c'est un peu fort comme terme peut-être, mais en danger ou en insécurité quand vous avez dû mener votre enquête là-bas? Vous avez dit quand vous êtes allé, il y a eu un meurtre transphobe, c'est ça, qui était quand même assez violent. Vous avez rencontré des personnes, comme vous avez dit, qui n'étaient pas forcément en phase avec vos idées. Est-ce que vous vous êtes senti en insécurité à certains moments, même s'il y a de l'homophobie partout, ça aurait pu très bien être ici, là-bas? Non, je ne me suis pas sentie en insécurité parce qu'il faut dire aussi que ce travail était très cadré et que moi, quand je travaillais là-bas, je travaillais auprès des associations. Donc j'étais vraiment dans des cadres associatifs, toujours accompagnée par des gens qui étaient d'une énergie et d'un amour extraordinaire et qui, en fait, débordaient de positivité. Donc ils ne laissaient pas une seconde la place à la peur. Moi, franchement, ce sont des gens... chaque fois que j'y retourne, je trouve absolument... je suis en admiration totale par rapport à leur travail, comme je suis en admiration totale par rapport au travail de CAP. Hein. Mais ce sont des gens qui ont vu mourir des amis. Je me souviens, j'avais fait l'entretien d'une des amies de cette femme qui est morte. Son amie s'appelle Devani. Et cet entretien m'a bouleversée parce qu'elle était censée accompagner sa copine le jour où elle a été tuée. Et donc elle a un peu ce syndrome de la survivante. Et donc elle a raconté, mais elle était toujours en train de dire, avec un appétit de vivre en fait, extraordinaire, avec un appétit de vivre. Voilà. Donc on n'est pas dans ce contexte-là. Mais j'ai jamais été en danger parce que cet amour-là, c'était une espèce de barrière énorme contre le danger. Peut-être de façon inconsciente, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, je ne me suis jamais sentie en danger. Un soir, peut-être, quand j'étais allée à la rencontre de travailleuses du sexe dans la rue, que j'avais rencontrées par ailleurs, et donc on s'était dit que je passerais les voir. Et donc, elles m'ont raconté comment parfois elles étaient brutalisées par les forces de l'ordre, qui les attrapaient, qui parfois les tabassaient dans le fourgon, les emmenaient au poste, les embêtaient et puis les ramenaient dans leur quartier après les avoir dépouillées de tout ce qu'elles avaient gagné de la soirée. Et donc, elles m'ont raconté cette affaire-là. Et ce soir-là, ouais, je me suis dit, bon, si les flics arrivent et qu'ils les embarquent, est-ce qu'ils m'embarquent aussi? Ouais. Maintenant que j'en avais jamais parlé de cette histoire-là, mais maintenant que tu me poses la question, peut-être que ce soir-là, j'en venais pas là, mais j'étais pas toute seule. Il y avait toute l'association qui était venue apporter des préservatifs, qui faisait de la prévention en fait sur les risques sanitaires auxquels étaient exposés les travailleuses du sexe. Et moi, en fait, je les accompagnais, donc je n'étais pas seule. Voilà. Donc, j'ai jamais eu peur. Hein. J'ai jamais eu peur du tout. D'accord. Et j'allais revenir un petit peu plus sur la Martinique et sur l'homophobie latente ici. Il y a beaucoup de personnes homophobes, entre autres, qui pensent que l'homosexualité a été importée par les colons européens. C'est une idée qui est assez présente ici. Et vous l'avez souligné dans votre thèse, je crois, cette idée. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pouvez dire face aux personnes qui pensent ça, qui n'en démordent pas, justement? C'est assez rigolo, hein, cette affaire-là, mais c'est vraiment un bel exemple d'aliénation. Dire la manière dont nous avons absorbé la définition que l'autre a fait de nous. Alors, en vérité,
la colonisation n'a pas apporté l'homosexualité. Par contre, la colonisation a apporté aux Antilles l'homophobie, et notoirement l'homophobie d'État. Pourquoi? Parce que la répression de ce qu'on appelait la sodomie était un élément important du discours de légitimation de la conquête des Amériques. C'est-à-dire que quand les Européens, et les Espagnols en particulier, sont arrivés aux Antilles, ils ont rencontré des populations qui n'étaient pas les musulmans contre qui ils se battaient à l'époque, et donc il fallait justifier la conquête des territoires américains. Et donc il fallait trouver des crimes commis par ces personnes contre le Christ qui puissent justifier qu'on les soumette, voire qu'on les mette en esclavage. Et donc on parle souvent pour ces crimes du cannibalisme et de l'idolâtrie. Mais il y avait un troisième crime qui était tout aussi important à leurs yeux pour justifier la conquête, c'était la sodomie. C'est-à-dire qu'il y avait sur les îles, les peuples des îles avaient des pratiques sexuelles qu'ils pouvaient observer et qui n'étaient pas que des pratiques qui avaient pour objet la procréation. D'accord ? Voilà. Et donc, parmi lesquels, il y avait des hommes qui avaient des relations sexuelles avec des hommes, des femmes qui avaient des relations sexuelles avec des femmes, et c'était un non-sujet. Voilà, c'était pas du coup, ils ont eu à le voir. D'abord sur les îles et ensuite sur le continent, c'était un peu différent, mais tout de même, surtout, en fait, dès leur arrivée, ils l'ont écrit, ils l'ont décrit, et du coup c'était dans l'argumentaire, parce que c'était pas légal de conquérir les Amériques, c'était pas bien, c'est pas bien de tuer les gens, c'est pas bien de voler leurs terres, c'est pas très catholique tout ça. Non, alors bon, comment on justifie, comment on explique qu'on va le faire quand même? Bon, ça rapporte un paquet de fric, mais ça non plus c'est pas très catholique. Donc il faut trouver des prétextes catholiques. Alors, il y avait déjà eu un précédent pendant l'hérésie cathare. On avait pu soulever le soupçon de sodomie pour attaquer l'hérésie cathare. Donc on savait, il y avait un petit peu de jurisprudence, qu'on pouvait utiliser les 2-3 lignes dans la Bible qui parlent des relations sexuelles entre hommes pour conquérir des territoires et soumettre les populations. Voilà, alors on a ressorti ça. Et donc le premier texte qui parle de ça s'appelle la pragmatique des rois catholiques, et ça date de 1497. Auparavant, il faut bien comprendre que pendant le Moyen-Âge, les Européens, il y a eu quelques condamnations de sodomites, mais très peu sur presque 1500 ans de christianisme, très peu de condamnations de la sodomie, parce que ce n'était pas un sujet politique important jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et quand les Européens arrivent ici et qu'ils constatent la sodomie, tout d'un coup, là, ça devient un crime abominable. On ressort les textes du XIIIe, du XIVe siècle qui décrivaient la sodomie comme un crime abominable. On martèle cela pour dire mais regardez, les autochtones des Amériques font des choses abominables. Et d'ailleurs le terme abominable, abomination, je le vois revenir beaucoup quand j'étudie le discours homophobe aux Antilles. Il est toujours présent. Abomination, et aussi l'évocation du feu pour tuer les homosexuels dans les chansons, le dancehall et tout ça, mais ça revient à ces textes bibliques et à des textes qui ont été écrits après à cette période-là. C'est-à-dire que tous les arguments que l'on peut sortir aujourd'hui, qu'ils soient religieux ou pas, eh bien, il y en a beaucoup qui s'appuient sur un discours qui date du XVIe siècle, quoi. Enfin, du XVe siècle. Alors, donc, ça commence là, et puis après, ça se renforce ensuite avec la colonisation britannique. C'est-à-dire que dès le début de la conquête des Amériques, la conquête des Amériques commence avec l'idée qu'il faut contrôler la sexualité des autochtones et qu'il faut empêcher la sodomie, parce que c'est pour ça qu'on est venu. On est venu pour empêcher le cannibalisme, empêcher l'animisme et empêcher la sodomie. Voilà, donc c'est un enjeu très important. Et après, quand on fait... après, c'est Henri VIII qui avait fait aussi un texte de loi qu'on appelle le Buggery Act, qui est devenu aujourd'hui la loi contre les offenses envers la personne. C'est 1533. Et le Buggery Act, il a été du coup appliqué aussi dans les colonies anglaises qui sont autour de nous. Toutes les îles de la Caraïbe anglophone ont dans leur législation des restes du Buggery Act.
D'accord? Donc, dans toutes les îles où l'homosexualité est encore condamnée en Martinique, eh bien, le texte de loi qui condamne l'homosexualité, il prend racine dans un texte écrit sous Henri VIII en 1533. D'accord. Voilà. Donc, on est loin de, je sais pas moi, Djalov, machin, afrodescendance, culture kémite ou je ne sais quoi là. Hein. On n'est pas dans. Ce que je veux dire, c'est que ça ne vient pas des Africains. C'est pas nos ancêtres africains qui ont décidé que l'homosexualité devrait être punie de mort. Ce ne sont pas nos ancêtres Kalinago qui ont décidé que l'homosexualité devait être punie de mort. Les gens qui ont décidé que l'homosexualité devait être punie de mort, ce sont les colons. Cette terre n'était pas homophobe avant l'arrivée des Européens. Et ensuite, les populations africaines qui sont venues chez nous, alors venaient de peuples divers, mais dans la plupart des peuples qui étaient des peuples, c'était pas forcément de grands empires, l'homophobie c'est souvent dans les empires, la plupart de ces peuples, là aussi on a des chercheurs, je pense à Charles Guébogo qui travaillait sur ça côté africain et qui ont bien montré que l'homosexualité était évidemment présente en Afrique et pas spécialement réprimée chez les peuples d'où viennent nos ancêtres. D'accord? Donc, la responsabilité, c'est bien celle de la colonisation. Et donc, lutter contre l'homophobie, c'est une démarche décoloniale. Lutter contre l'homophobie, c'est aussi se défaire d'une haine qui a été implantée, alimentée, conservée pendant des siècles dans notre peuple. Depuis même là, avant l'arrivée de nos ancêtres africains, l'idée que la sodomie était l'une des choses les plus abjectes était déjà présente sur le territoire martiniquais, d'accord? Donc, dans toute notre histoire d'Antillais telle que nous sommes aujourd'hui, il y avait cet interdit. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des salles de classe dans lesquelles malgré tout, toute l'évolution, tous les discours que l'on peut avoir autour de cela dans la culture populaire, aujourd'hui la télé, les séries, etc., eh bien, ça reste quand même quelque chose de fondamental et quelque chose même que les gens vont revendiquer comme étant leur. C'est-à-dire qu'on a tellement imposé à des générations et des générations de vos ancêtres l'idée que l'homosexualité c'est mal, que vous êtes convaincus, non pas que c'est le colon qui vous a imposé ça, mais que ça vient de vos propres ancêtres. C'est ça, l'aliénation. C'est-à-dire la façon dont le colon nous a fait adopter la définition qu'il faisait de nous-mêmes. Voilà, ça c'est... on a fini par devenir les meilleurs avocats d'une loi qui a été édictée pour nous soumettre à la domination des colons européens. Et donc, comme vous l'avez dit, on voit que l'homophobie a été importée, du coup, ici. Vous avez dit aussi que l'homophobie, on l'a retrouvée dans notre époque sous diverses formes. On a parlé de la religion, vous avez aussi parlé du dancehall. Comment vous appréhendez ça, en fait? Est-ce que vous pensez que l'homophobie, il y a une évolution? Ou est-ce qu'on a toujours la même homophobie, comme vous avez dit, qu'on voyait quand les colons sont arrivés? Évidemment que les choses ont évolué, mais ce qui est intéressant dans cette évolution, c'est que là, ce sont les Antillais eux-mêmes qui alimentent le discours, qui se le sont appropriés, qui ont dit « Ok, d'accord, les homosexuels doivent tous cramer en enfer, machin, d'accord. » Et je suis tellement d'accord que du coup, je vais porter cette voix moi-même. C'est pas la peine que tu continues à me marteler. Je vais en faire la promotion moi-même. Voilà. Je caricature un peu. Vous comprenez bien qu'on a adopté cet outil de domination. Alors pourquoi c'est un outil de domination? Parce que en fait, dans le système de plantation, les seules formes de sexualité qui étaient utiles à l'économie esclavagiste, c'était celles qui permettaient de produire des bébés. Les bébés, c'est de la main-d'œuvre produite gratuitement. Alors que sinon il faut l'acheter, d'accord? Donc seules les relations sexuelles procréatives étaient validées, d'autant plus que ça allait avec l'idée du contrôle de la sexualité, de l'évangélisation et tout ça. Donc on n'interdisait pas que
les relations sexuelles entre hommes. En fait, on interdisait toutes les relations sexuelles qui n'avaient pas comme objectif la procréation. Et dans le dancehall, notamment dans toute la mouvance Bobo Shanti à laquelle adhèrent un certain nombre de stars du dancehall, eh bien, on interdit tout ce qui n'est pas le coït. Voilà. Et c'est pas juste la sodomie, en fait. C'est les relations sexuelles orales, c'est tout ce qui n'est pas le coït vaginal. Bon, n'empêche qu'il y a quand même une très forte concentration de la haine sur la relation sexuelle entre hommes. Et ça dit bien la filiation de ce qu'on appelle la murder music, donc les textes de dancehall qui appellent à tuer les homosexuels, avec toute cette histoire coloniale. Voilà. C'est assez perturbant de se dire que une tradition musicale, celle du reggae, qui quand même avait une vocation décoloniale, reprend quand même des discours, des préceptes qui ont été fondamentaux dans l'histoire de la colonisation. Moi, ça me fascine toujours autant, ça me désespère autant que ça me fascine. Et du coup, on a peut-être le temps pour vous poser une dernière question, celle que je pose à tous les intervenants. Qu'est-ce que vous diriez, vous avez déjà peut-être un petit peu répondu, qu'est-ce que vous diriez à un jeune Martiniquais justement qui est homosexuel et qui aurait du mal à s'affirmer pour diverses pressions qu'on a vues précédemment, la religion, la famille, tout ça. Qu'est-ce que vous lui diriez à ce jeune-là? Alors, de se rapprocher des associations dans lesquelles il ou elle va trouver des personnes formidables qui vont pouvoir l'aider et prendre en considération la singularité de sa situation. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule situation. Chacune est confronté à ses propres contraintes, à son propre ressenti, à sa propre intimité, à ses propres parents, à sa propre situation économique. Je n'oublie jamais qu'un tiers de la population martiniquaise vit sous le seuil de pauvreté et que le coming out pour beaucoup de nos enfants, de nos jeunes, c'est une question de survie économique aussi qui se pose, d'accord? Donc c'est un risque qui peut être pris pour certains, c'est une chose. Et pour d'autres, cette question économique n'a peut-être aucune importance. Ce que je veux dire, c'est que il faut se rapprocher des associations, de personnes ressources, simplement pour déjà se sentir mieux. Parce que je crois que la première chose dont on a besoin, c'est d'équilibre intérieur, d'être en phase avec soi-même, de trouver en soi déjà les chemins de l'estime de soi et du bonheur. Et si cela passe par le coming out à ce moment précis, ou le préparer, comment y avancer, voilà, je pense que les personnes qui sont les mieux placées pour donner des conseils et accompagner simplement l'individu selon sa propre situation, eh bien, elle se trouve par exemple notamment dans les associations. Mais là c'était pour donner un peu un conseil un peu global, si je peux me permettre, mais sinon j'ai envie aussi surtout de donner un avis, on va dire, personnel très positif. C'est que on peut être une personne LGBT en Martinique et vivre très heureux ou heureuse et s'épanouir dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse, dans sa vie sociale. Justement, tous les membres de Cap Caraïbes permettent aussi de donner des exemples de cela. Pas qu'il n'ait jamais eu de problème ou qu'il n'ait jamais eu de désagrément, de violence, je ne veux pas nier cela. Mais il faut dire que plus on met en valeur les parcours des personnes qui vivent avec bonheur, qui trouvent le bonheur chez elles, et moins on aura de personnes obligées de s'exiler. Je retrouve absolument déchirant de devoir choisir entre son pays et la sécurité. Et voilà, je ne voudrais pas, en fait, c'est une question que tu me poses qui est toujours un peu, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, je voudrais pas que repose sur les épaules de ces jeunes la responsabilité du rejet dont ils sont victimes. C'est-à-dire que c'est la responsabilité de la société tout entière si c'est difficile pour eux. C'est pas de leur faute.
Et donc, du coup, tout ce que l'on peut faire, pour ça je parlais des associations, c'est les accompagner et leur permettre déjà d'être en sécurité lorsque c'est nécessaire. C'est pas toujours nécessaire, mais lorsque c'est nécessaire, il faut qu'on trouve des solutions pour qu'ils soient en sécurité. Ensuite, qu'ils soient en sécurité, c'est pas juste la sécurité matérielle, c'est aussi la sécurité psychologique, parce qu'il ne faut pas oublier le risque suicidaire. Et puis le coming out, eh bien, ça, je pense que c'est une étape qui est beaucoup plus facile à aborder lorsqu'autour de soi, on a beaucoup d'exemples d'existence LGBTQI+, qui se passent bien, de gens souriants, voilà, de gens qui ont trouvé leur place dans la société, dans leur communauté. Voilà. Mais c'est très complexe ce que je te dis là. Je pense que, bon, tu m'as posé la question, mais je pense vraiment que ce sont les membres des associations qui sont les mieux placés pour répondre à ces questions-là. D'accord. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de l'interview. Je te tutoie à la fin et tu continues à me voyer. Je vais te tutoyer du coup pour oui, la voilà, fin. Du coup, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire qu'on n'aurait pas forcément abordé, ou même est-ce que tu as un message à faire passer autre que celui que tu viens de nous donner? Bien, j'ai vu qu'il y avait il y avait un petit jeu pour dire qu'on s'aime, donc bien sûr. qu'est-ce que je peux dire? J'ai envie de dire à Brice, le président de Cap Caraïbes, oui. J'ai envie de lui dire que je l'aime, qu'on l'aime tous. Je veux lui dire qu'on ne peut que couvrir d'amour des gens qui consacrent une telle énergie, qui consacrent autant de temps au bien-être, au bonheur de notre jeunesse, de nous-mêmes. Voilà, j'ai envie de lui dire, il n'est pas là, mais que la prochaine fois que je le vois, je vais le couvrir de câlins. Il va être content. Voilà, parce que je trouve vraiment génial cette campagne autour de l'amour, parce que je pense que si on remet l'amour au cœur de nos discours, eh bien, on va retrouver un peu d'une humanité que nous avons toujours eu, et qui en fait qu'on a tenté de nous retirer. On a tenté de nous retirer, mais en fait on n'a jamais cessé d'être des êtres humains, et les êtres humains s'aiment. Donc il faut qu'on retrouve ça au fond de nous, et qu'on se défasse de tout ce qui nous empêche de nous aimer. Voilà. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour ce message d'amour, en tout cas. Et merci beaucoup de ta participation pour ce live, cette interview, du coup, qui a été très intéressante. Enfin, vraiment, merci beaucoup de ton temps. Et puis, peut-être à une prochaine fois pour un autre projet. Toujours disponible si vous avez besoin de moi. Eh ben, parfait. Eh ben, bonne journée, du coup. À bientôt.